Bonjour à tous, je suis extrêmement touchée et émue aujourd'hui de recevoir Christian Éloi. Bonjour Christian. Bonjour Clotilde. Christophe de RB Tradition. Cette année, nous fêtons donc les 30 ans. Vous fêtez les Oui, 30 ans de la création du laboratoire. oui, tout à fait. Et c'est donc un petit peu particulier, ce que je citais à Christian en coulisses juste avant de démarrer cette interview. Donc, je suis très, très, très touchée parce que c'est une histoire aussi personnelle, très affective avec RB Tradition. Donc, tu accompagnes le projet de l'Aromatech depuis sa création. Ça fait 14 ans. C'était en 2008 pour l'ouverture de l'Aromatech, qui est ce projet d'herboristerie contemporaine. Et c'est une histoire personnelle, parce que moi, j'ai découvert, hein, c'est vraiment, ça a été une graine, le point de départ en fait, de toute ma réflexion personnelle et professionnelle. Donc, Mhm. j'avais une vingtaine d'années quand j'ai découvert RB Tradition. Et il se passe vraiment quelque chose, en fait, avec des huiles essentielles. Quelque chose de différent, et c'est un petit peu ce que tu vas nous expliquer, parce qu'il y a les huiles essentielles, toute la qualité technique, on va certainement en reparler. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut véhiculer, je dirais, dans l'intention, et c'est du coup toute ton histoire qui fait la différence des huiles essentielles. Et cette histoire personnelle que j'ai pu voir au comptoir dans ces 14 années d'expérience de terrain, qu'en fait, je suis loin d'être la seule. On est très nombreux, en fait, à avoir ce retour, les Mhm. thérapeutes, mais tout un chacun, d'avoir ce lien très affectif et très particulier. Donc, il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'as-tu mis dans ces flacons, Christian? Voilà, Oui, oui, bah, je vais démystifier tout cela, hein, bien sûr, un petit peu. un petit peu. Donc, Ok. 30 ans déjà, je crois qu'on peut te féliciter. Ça peut être le moment de faire un peu regarder dans le rétroviseur, comme on dit, de Oui, oui, regarder tout ce qui a été exactement. construit. Oui, oui, ça nous ramène à, effectivement, je crois vraiment pour la première fois de me dire, tiens, qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui a été réalisé, et surtout voir la différence on va dire, de ce que nous avions en tant que thérapeute, comme, je dirais, comme actif que nous fournit le laboratoire de la nature, ce plus grand laboratoire du monde, et le plus exceptionnel, ce qu'on avait, nous, à notre disposition on va dire, quand on exerçait en tant que thérapeute, à cette époque-là, il y a 30 ans en arrière, Mm. et ce que l'on a aujourd'hui à notre disposition, mais c'est incroyable le changement qu'il y a eu, c'est fantastique. Aujourd'hui, on a beaucoup, on va dire, d'outils pour pouvoir accompagner les personnes pour leur bien-être et pour leur Mm. confort et leur santé, qu'on n'avait pas du tout à cette époque-là. Et Mm. notre histoire a démarré avec cela, justement. Tu as envie que je raconte un petit Ah peu? oui, avec plaisir. Je me permets peut-être de redire, on est dans une période un peu particulière là, et des fois on peut, au niveau collectif, sentir une impatience, que les choses ne bougent pas assez. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a 30 ans, on n'avait pas les mêmes outils à disposition. Tu fais partie des acteurs qui ont permis au collectif d'avancer, et n'oublions pas tous ce qui nous est donné, les outils, et aujourd'hui ils sont disponibles. Donc à la fois peut-être ça n'avance pas assez vite, et en même temps en fait il y a Ah, une ouverture de conscience et oui, d'accessibilité, et les choses sont là. Donc, on a tout ce qu'il faut pour agir, en fait, je oui, crois. oui, exactement. Et en fait, à l'origine, et dans toutes mes étapes, je n'avais rien projeté. C'est-à-dire que Mm. je me suis dit, tiens, un jour, je ferai un laboratoire. Non, mais pas du tout. Hein, des choses sont venues un peu à la fois. euh, Peut-être j'avais l'ouverture pour, je dirais, avancer dans ce développement, mais il n'y avait pas quelque chose de prémédité au départ. Simplement, je me rends compte aujourd'hui, encore une fois, en faisant un retour sur le passé, que mon enfance déjà me préparait à cela. Mm. Pourquoi? Parce que mes parents, si on monte à l'origine de l'origine, mon père était ingénieur agronome, il a travaillé à peu près 2 ans dans l'industrie, et il a dit non, moi c'est pas ça que je veux, ce que je veux, c'est être dans la nature. Mm. Et il a repris très jeune une ferme et s'est fait, entre guillemets, paysan, fermier, dans la nature. Et donc, j'ai vécu dans cette atmosphère-là. Et c'était un ressource dans la nature dans les années 50, hein. C'est Mm. pas dans les années 68 à l'époque hippie où c'était la mode, hein. Donc Ouais. c'était bien longtemps à l'avance. Et donc, ça m'a permis d'être vraiment dans un milieu tout à fait de la nature, de la campagne, proche des plantes, proche de tout ce que nous offre le laboratoire de la nature. Et deuxième chose, c'est que ma mère était plutôt très attirée par le développement personnel parce qu'elle allait pratiquer du yoga. Dans les années 1965, c'était vraiment un peu scandaleux à l'époque de faire cela. Les Ouais. Elle était traditions précurseur. très précurseurs avec Van Lisbeth à Bruxelles, c'était vraiment, voilà, c'était top. Donc, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en tant qu'ado, j'ai commencé à pratiquer le yoga, donc c'était Mm. très jeune. Mm. Encore une fois, dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'est tout à fait différent, hein, complètement différent. Donc, d'un côté, il y avait, je dirais, une immersion dans la nature, et de l'autre côté, il y avait une immersion dans le développement de soi, le développement de la Mm. conscience, le yoga, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, j'ai grandi là-dedans, ce qui fait que
quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'ai créé un centre de yoga yin dans la rue principale. Bon, on était dans les années quand même 73, 74, par là, donc c'était un peu aussi la période très, Mm. très, je dirais, ouverte en tout cas à toutes cette démarche hein, Mm. de recherche et de développement de soi. Et en même temps, ça m'a permis, dans cette période-là, de suivre ma première formation en naturopathie à l'école IHMN de à la Seine-sur-Mer avec André Roux, hein, qui Mm. était aussi un Mm. spécialiste notamment de l'iridologie. Oui. Et il y avait dans cette école, et là j'ai eu beaucoup de chance, il y avait un professeur qui s'appelle Pierre Francôme, qui était l'enseignant en tout cas sur l'aromathérapie. Et c'est Pierre Francôme qui venait presque de terminer toute sa recherche sur l'identité moléculaire des huiles essentielles, c'est-à-dire a été le premier au monde à réaliser des chromatographies en phase gazeuse afin de pouvoir déterminer effectivement la composition chimique des huiles essentielles. Mm. Et donc il a rendu l'aromathérapie qui était au préalable expérimentale, il l'a rendue scientifique parce qu'il est pu prouver que par la présence de centaines et plus de molécules, je dirais, on va dire le lien entre la molécule et ses propriétés. Et Mm. donc, on ne pouvait plus maintenant dire que c'était quelque chose comme ça, qui était purement Ouais. expérimental, c'était justifié et prouvé scientifiquement. Et Pierre Francôme, on peut dire que c'est pas que français, son impact est mondial, enfin, sur Mondial, le développement de l'aromathérapie. Et oui, c'est vraiment avec ces travaux sur lesquels tout le monde s'est appuyé derrière et qu'on en arrive aujourd'hui à l'usage de l'aromathérapie que l'on a. oui, absolument. C'était fondamental. Ouais, donc et bon là, et j'ai eu la Donc, chance. ouais. Il avait une très grande subtilité. Hein, c'était un chercheur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui avait. C'est un né en temps. Hein. Oui. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc ça a permis de pouvoir, je dirais, éveiller en moi, je dirais, cette sensibilité par rapport aux huiles essentielles, par rapport aux Oui. arômes et aux effluves. Et donc, alors après, suite à ça, j'ai suivi cette formation en Allemagne de Heilpraktiker. Et Heilpraktiker, c'est parce que c'était le seul diplôme d'État officiel européen. Donc, ça permet d'avoir un diplôme officiel. Et c'était un peu nécessaire parce qu'à l'époque, on était un petit peu pourchassés comme étant les petits sorciers. Donc, on nous mettait des bâtons dans les roues. C'est plus le cas maintenant, mais il y avait une ambiance très différente à cette époque-là. Donc, on était un peu poursuivis. Et le fait d'avoir un diplôme comme ça de pratiqueur, c'était une protection. Et en même temps, ça nous ouvrait aussi à une connaissance, à une approche en tout cas un peu différente de la naturopathie française. Et, les pratiqueurs, ça veut dire praticiens de santé. Et ils avaient en plus en option une formation en Ayurveda. Et l'Ayurveda en France était ni vu ni connu. Hein. C'était absolument inconnu à cette époque-là, mais j'en avais déjà entendu parler par le yoga. Donc, je m'y suis fortement intéressé. Et là, j'ai vraiment trouvé quelque part, ça résonnait beaucoup en moi et j'ai approfondi. J'ai suivi des formations en Europe et après en Inde. Et en fait, dans mes consultations de naturopathe, je disais que je faisais de la naturopathie, mais dans la réalité, je pratiquais l'Ayurveda. C'est-à-dire, c'est une naturopathie colorée par toute l'approche des tempéraments énergétiques de l'Ayurveda. Et ça, je l'ai mis en application dans mes 2 premières années d'exercice de thérapie. Donc, Et ça a comme toujours été là pour toi, en fait. Hein, oui, ça a toujours été là, ouais. vraiment dès le départ. Et comme il y avait très peu de naturopathes à l'époque, bon, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu avoir tout de suite une clientèle par la relation que j'avais avec les magasins diététiques de l'époque. Ce n'est pas des magasins dits aujourd'hui bio, c'était diététique. Il y avait une vingtaine de magasins là autour de chez moi, on a travaillé ensemble et ça m'a permis d'avoir très rapidement une clientèle. Donc de pouvoir pratiquer cette démarche de tempérament. Et la notion de tempérament énergétique, ça donne une compréhension beaucoup plus subtile Tu es le... et profonde, en tout cas, de la personne qui se retrouve en face de nous, et aussi, du coup, de mieux orienter ou de mieux sélectionner on va dire, les produits naturels qui sont les plus adaptés au tempérament de la personne. C'est surtout ça. Oui. Est-ce qu'on explique peut-être pour nos auditeurs, pour ceux qui Oui. ne connaîtraient pas les tempéraments, peut-être assez simplement rappeler les tempéraments d'Hippocrate, rapprocher de ceux de l'Ayurveda, enfin voilà, Oui, redire. peut-être en quelques mots, de manière très synthétique, la notion d'abord d'énergie et tempérament énergétique est quelque chose qui à l'époque était assez vague. On avait quand même toujours un peu d'informations sur les tempéraments selon Hippocrate. Les nerveux, les bilieux, les sanguins, les lymphatiques. Okay. Mais malgré tout, c'était pas très consistant. Il n'y avait plus beaucoup d'informations. Je pense que la connaissance qu'avait Hippocrate, qu'il avait d'ailleurs appris de l'Ayurveda, hein, il était en Inde, son histoire, il a appris, et il a, on va dire, adapté à son contexte culturel et de l'époque. Et cette connaissance, à mon avis, a dû se perdre en partie. Il en restait un peu, mais pas cette globalité et cette totalité. Et donc,
j'ai eu cette information des tempéraments d'Hippocrate, mais surtout, c'est la formation que j'ai pu recevoir en France, en Inde, sur l'Ayurveda, où l'Ayurveda, la connaissance, l'expérience et la maîtrise des tempéraments énergétiques, elle est vraiment impressionnante de précision. À l'époque, on disait, il y a une tendance comme ça. Ah oui, comment est ton énergie aujourd'hui? Bah, mon énergie comme ceci, comme cela, etc. Mais c'était vague. Si je te pose quelle est ton énergie à l'instant présent, on te va dire elle est bonne, ou elle est un petit peu insuffisante, ou elle est excellente. Ce pas des termes très précis, très scientifiques, quelque part. Hein, c'est assez général. Donc, on n'a pas une culture sur la notion d'énergie. Alors que les grandes traditions, que ce soit la médecine ayurvédique ou traditionnelle chinoise, la notion d'énergie, c'est le fondement de tout, à tout point de vue, aussi bien dans, je dirais, dans l'hygiène de vie, dans la nutrition, l'alimentation, dans la manière de vivre, dans la manière de se soigner, la connaissance des tempéraments énergétiques des plantes, des huiles essentielles, des aliments, enfin tout ça est parfaitement maîtrisé. Et c'est vrai que pour moi, c'était une révélation extraordinaire. Ça m'a donné une dimension dans mon approche de la naturopathie qui m'a, je vais dire, qui m'a vraiment accompagné, mais c'est un bonheur d'avoir eu ça, vraiment un grand bonheur. Et pour résumer, pour répondre bien à ta question, tu vois, ici dans cette pièce, ben, il y a un circuit électrique, il y a des interrupteurs, il y a des prises de courant. Donc, il y a une structure physique bien existante, en tout cas, du système électrique. Mais si j'appuie pas sur l'interrupteur pour faire passer un courant d'énergie dit électrique, eh bien, les ampoules ne s'allument pas, elles ne se mettent pas en fonctionnement. Donc, l'énergie donne la fonction aux organes. Pour un être humain, pour un corps humain, c'est pareil. On a tous un cœur qui bat, un estomac pour digérer, on a des poumons pour respirer, on a des os, on a des muscles. Mais pour que ces organes physiques fonctionnent, comme l'interrupteur, les prises de courant, les ampoules, etc., il faut qu'il y ait un courant d'énergie qui circule à l'intérieur. Ce courant énergétique, il peut être variable. Comme ici, tout le système est organisé pour réceptionner du 220 volts. Mais si je fais passer un courant 110 volts, mes ampoules auront une intensité de lumière de moitié, elles seront plus faibles. Et si je ne sais pas qu'on fait passer un courant 110 volts, je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La lumière, elle est faible. Hein, c'est du 2 temps, ça n'a pas beaucoup d'énergie, ça n'a pas beaucoup de force. Eh bien, il y a des tempéraments humains classés selon Hippocrate et lymphatiques qui ont tout simplement un tempérament énergétique qui est un petit peu en dessous de la moyenne. C'est pas grave, simplement toute leur vie s'organise en fonction de ça. Ils vont être plus, je dirais, ils sont peut-être un peu plus progressifs dans ce qu'ils vont faire. Ils vont pas s'embarquer dans des entreprises avec des défis énormes. Ce sera toujours à la hauteur de leur énergie qu'ils ont, c'est-à-dire de leurs ressources personnelles intérieures. Après, si je fais Avec la grande qualité de stabilité. de stabilité, de persévérance, ils ne vont pas se disperser dans 36 000 choses. Ils font une chose à la fois. Donc, ils ont beaucoup d'avantages. Et après, simplement, ils s'organisent en fonction de l'énergie, de leurs ressources énergétiques disponibles. Si on fait passer un courant de 380 volts, un courant industriel, dans mon circuit qui est capable de réceptionner 220 volts, c'est évident, Ça va pétiller. ça va faire un flash, pouf, ça va exploser. Il y a des personnes qui ont naturellement, dans leur constitution énergétique de naissance, je dirais, une énergie qui est un peu surdimensionnée. Alors c'est certain, ils ont des grandes ressources, ils peuvent se permettre d'avoir des objectifs, des ambitions, et puis des défis, des challenges, ils y vont, comme on dit. Hein. Et on voit, ils sont facilement, même l'hiver, hein, ils sont en chemise, ils ont chaud, ils sont bouillonnants. Alors c'est évident que ce sont des grands bâtisseurs et des entrepreneurs. Et puis ils poussent un peu, ils poussent les autres, hein, ils stimulent, ils encouragent, ils commandent, ils dirigent. Mais parfois, quand il y a des obstacles, quand il y a des lenteurs dans toutes sortes de choses, eh bien, ça les rend impatients, ils sont bouillonnants, et parfois, ils sont un peu irritables, ils s'emportent, ils peuvent faire un coup de colère, puis ça passe. Hein. Voilà. Voilà. Le sujet est d'apprendre à se connaître, et de connaître son véhicule, de connaître son énergie. Hein. Et donc, ça, il y a différents types d'énergie. Et l'Ayurveda, alors, pour finir, Hippocrate va plus décrire notre comportement. Ce que l'on voit d'une personne qu'on ne connaît pas la première fois, pour mieux la connaître, on observe son comportement. C'est l'expression de ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et l'expression de son énergie, mais de sa conscience, de son éducation, son expérience de vie, son comportement. L'Ayurveda va décrire exactement la typologie, c'est le type d'énergie qui nous anime à l'intérieur de nous. Le comportement, bah oui, cette ampoule fonctionne de 110 volts, voilà son comportement. Mais l'Ayurveda va décrire l'énergie qui circule, qui est une énergie de 110 volts. Et donc, on peut corriger. On a les outils, les moyens de dire, ah là, il faut rétablir parce que en ce moment, mon énergie, elle est dans les chaussettes, comme on dit. Hein. Je suis à plat. Donc, je vais remonter mon énergie de l'intérieur.
c'est différent. Oui. C'est pour ça que l'Ayurveda propose énormément de solutions pour équilibrer nos énergies. Que ce soit alimentaire, par les exercices physiques, Oui. et puis bien sûr les outils de la nature, Les outils de la nature. dont les huiles essentielles, c'est Voilà. une possibilité. Et c'est pour ça que les patients, je les observais en fonction de leur tempérament énergétique et le décalage qu'ils ont entre ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport à leur constitution énergétique de naissance. Et en fonction de ça, tu sais, par exemple, au niveau des huiles essentielles, bon, il y a combien d'huiles essentielles qui étaient reconnues comme étant relaxantes, déstressantes? Tout à fait. Il y en a peut-être une quinzaine environ, hein, on en connaît plein. Les lavandes, les camomilles, les ylang, basilic, etc. Il y en a beaucoup, les oranges, les agrumes, etc. Mais alors, laquelle nous allons choisir? Laquelle nous allons choisir pour la personne? C'est là que se pose la question fondamentale. Eh bien, la nature est très bien faite. Quand on regarde le tempérament énergétique d'une huile essentielle en observant tout simplement sa composition moléculaire et énergétique selon la bioélectronique de Vincent. de Claude Vincent, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, que telle huile essentielle qui appartient à telle famille moléculaire a tel tempérament énergétique. Eh bien, la nature, comme je disais, elle est bien faite parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont faites pour détendre, déstresser des nerveux, d'autres huiles essentielles qui sont faites pour les bilieux, d'autres pour les sanguins et d'autres pour les lymphatiques. Et elles sont parfaitement adaptées à leur comportement énergétique. Donc, voilà, ça permet d'être plus juste, plus précis dans le choix des huiles essentielles selon le tempérament énergétique des besoins de la personne et le tempérament énergétique de l'huile essentielle. On crée ce lien entre eux. On peut rappeler peut-être ici que les huiles essentielles donc, travaillent sur les 3 plans, le plan physique, pharmacologique, énergétique, tempéramental, et puis enfin psycho-émotionnel, et que parfois il peut y avoir ici, je pense là peut-être donc à nos auditeurs ou à d'autres thérapeutes, de bien distinguer l'approche pharmacologique. Si on suit uniquement l'approche pharmacologique, ça sera compliqué, en effet, de comprendre pourquoi un Ravinzara qui est neurotonique travaille sur l'insomnie, mais ça va travailler sur l'insomnie des tempéraments nerveux par rééquilibrage énergétique et non spécifiquement pharmacologique. Donc, il faut vraiment associer cette vision en fait, des deux et qui, pour moi, je parle de médecine intégrative, allie à la fois l'aspect physique et énergétique et psycho-émotionnel. Et psycho-émotionnel. Vraiment, une consultation, et j'invite tous les thérapeutes à avancer vraiment dans cette démarche de réaliser progressivement, et en fonction bien sûr de l'écoute et l'accueil et l'ouverture de leurs patients, d'avoir toujours cette démarche complète. Une maladie va toujours arriver suite à un déséquilibre énergétique en amont. Ce déséquilibre énergétique, soit il va provenir d'une hygiène de vie, d'une hygiène alimentaire qui n'est pas adaptée à la personne, à son tempérament énergétique, et avec le temps, ça va finir par un peu plus s'aggraver et se traduire en une maladie qui est une expression simplement de rééquilibrage de l'organisme, une tentative en tout cas de rééquilibrage. Mais en même temps, ce déséquilibre énergétique peut provenir tout simplement de l'histoire de la personne, de sa vie, de son vécu. Donc, de certains stress qui sont des stress de type de fond, chronique, ou des stress événementiels, ou du transgénérationnel, ou des situations de mémoire de l'enfance. Donc, tout ça va entraîner un déséquilibre énergétique tempéramental qui peut-être un jour peut malheureusement déboucher en une maladie. Donc, effectivement, quand une personne vient en consultation, elle vient parce qu'elle souffre de quelque chose et elle exprime, bien sûr, sa souffrance. Sa souffrance correspond peut-être soit à un grand mal-être, donc un grand déséquilibre tempéramental et énergétique, soit ça s'est déjà traduit en une maladie. Alors, il faut bien sûr soulager la personne de la souffrance tout de suite. C'est le premier élan qu'on doit avoir parce qu'on ne veut pas qu'elle souffre. Donc, on a une action symptomatique normale. Hein, mais avec des produits naturels, bien sûr. Et puis, en même temps, en parallèle, on va rééquilibrer son tempérament énergétique. Hygiène, alimentation, des huiles essentielles, des bourgeons, des compléments alimentaires. Et ensuite, on fait vraiment la cause des causes pour 70% des cas. La cause des causes, c'est quand même psycho-émotionnel. Il y a eu des blessures, il y a eu des événements de vie, il y a des situations compliquées de vie. Et là, il faut faire l'approche vraiment psycho-émotionnelle. Et l'olfactothérapie est une merveille. Bien sûr, il y a la florithérapie et il y a l'olfactothérapie. En accompagnement. Je dirais c'est à chacun de trouver, on a des voies d'accès. En tout cas, l'olfactothérapie est un véritable outil, je dirais, de déblocage et de rééquilibrage psycho-émotionnel. On sait que voilà, les huiles essentielles passent la barrière du néocortex, en tout cas la chinte, donc c'est un merveilleux moyen d'aller travailler sur le système limbique. Tout à fait. En direct. En direct. Voilà, en direct. Odorant, sans odorat. C'est ça. Cerveau limbique, et puis après, émotion, comportement, mémoire, émotion, comportement. Mais c'est une puissance. C'est incroyable, parce que c'est l'instantané. C'est pas en respirant une huile essentielle pendant
3 semaines qu'on va commencer. Non, c'est tout de suite, c'est l'instant T. C'est Mm. vraiment extraordinaire. En tout ça pour revenir à l'histoire. C'est ça. Pour revenir à l'histoire. Donc, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que l'histoire est fondée sur la thérapie, le Ah soin. oui, Et, c'est en thérapie des soins. Et en fait, après avoir démarré cette activité de naturopathe, que j'ai exercé à peu près plein temps, comme ça, pendant à peu près 14 ans, en appliquant l'Ayurveda, les tempéraments énergétiques. Et en fait, quand tu conseilles, quand tu prescris des huiles essentielles pour rééquilibrer le tempérament énergétique, ça passe beaucoup par l'odorat, par l'olfactif. Bien. Ce qui fait que les personnes me faisaient un retour aussi de oui, mais vous savez, d'accord, bon, ça va mieux au niveau de mon corps, ma santé, etc. Mais je trouve que moralement, je me sens différent. Je suis plus en forme, j'ai un meilleur moral, ou bien je suis plus ouvert qu'avant, ou j'ai moins le trac, je me sens plus à l'aise, j'ai plus confiance. Je dis, tiens, c'est ouais. que les odeurs ont aussi une influence sur le moral et l'état d'esprit. Donc j'ai commencé à recueillir beaucoup d'informations pendant toutes ces années sur l'impact des huiles essentielles sur l'équilibre intérieur et l'équilibre psycho-émotionnel. Mm. Ça, c'était la première chose. Et un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, juste pour s'amuser, je vais respirer une huile essentielle. J'ai pris de la lavande fine, j'ai pris une feuille, un cahier, un stylo, et je me suis dit, je vais la respirer longtemps pour voir qu'est-ce qui va se passer en moi. Je n'ai pas respiré 10 minutes, ni une Mm. demi-heure, mais pendant 1 heure sans arrêt. Et de temps en temps, je notais quelques mots clés de ce que je ressentais à l'intérieur de moi-même. Ce que je ressentais au départ, bien sûr, à l'avant, je voyais des petits voyages bon, en Haute-Provence, tout ça, très bien. Bon, ça faisait des liens, c'est mental. Puis après, à un moment donné, c'est fini ça. Mm. On est vraiment dans le ressenti parce que on prend le temps. Et le ressenti, c'est d'abord, on ressent des choses dans l'esprit, dans la conscience. Puis après, on ressent dans le cœur, puis on ressent dans le corps. Et tout le monde peut faire ce genre d'expérience. Et parfois, on a l'impression qu'on passe vraiment comme si je suis dans une pièce et puis je découvre toute la pièce. Et après, je passe la porte, je redécouvre une autre pièce. Et on passe comme ça de plan en plan et avec des univers différents. C'est impressionnant. Mm. J'ai fait comme ça à peu près 70 huiles essentielles. Hein. Mais en fin de compte, ça me permettait de mieux confronter avec ce que me disaient les patients et ce que je ressentais à l'intérieur. Mais j'avais quand même une interrogation. Je me suis dit, bon, c'est subjectif, c'est mon regard, c'est mon ressenti. Et comme j'intervenais dans des écoles de naturo pour des formations en aromathérapie, surtout pour les premières années qui ne connaissaient pas trop les huiles essentielles, je faisais passer des tigettes, des mouillettes d'huile essentielle Mm. en aveugle, sans dire, écoutez, je dis, on va s'amuser, on va pendant 10 minutes, je ne peux pas plus, vous allez respirer cette odeur, cette huile essentielle, et vous allez noter après quelques mots sur votre ressenti intérieur. Ce sont des classes de 20 à 30 personnes, tout âge, c'est ça qui est bien. En général, c'est 70% femmes et 30% hommes, mais bon, ça fait un bon panache. Et je leur demandais après simplement de lire leurs notes pour ne pas se laisser influencer. J'étais étonné Oui. de constater qu'ils disaient pratiquement Oui. la même chose avec leurs propres mots et ça confirmait ce que j'avais ressenti. Donc je me suis dit, c'est pas que subjectif. Mm. Voilà, ça c'était un grand moment pour moi. Mais tout ça se faisant de manière un peu innocente, tu vois, par curiosité, par intérêt, de découvrir et de mieux comprendre. Et voilà, et ça s'est fait comme ça pendant des années. Et puis un jour, c'était aussi un mois de février, alors j'ai créé la tradition en 92, mais ça on reviendra un petit peu après, mais en 95, 3 ans après, parce que je continue toujours mes consultations en même temps, j'ai une journée où vraiment tous mes patients avaient une histoire de vie, mais d'un compliqué, c'était terrible, ce qu'ils vivaient, leurs épreuves, leurs souffrances. Mm. Et là, c'était tellement fort, c'est tellement impressionnant qu'en fin de journée, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour eux? Tu vois, j'étais là, j'avais une compassion énorme et en même temps une pression énorme en moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, peut-être, comme ça, enfin, mais je peux pas dire peut-être, c'est une Mm. évidence qu'il fallait faire des synergies, des mélanges d'huiles essentielles qui pouvaient les accompagner sur les différents aspects de souffrance qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie quotidienne. Mm. Dans leur vie quotidienne. Mm. Donc, les accompagner un peu plus pour mieux vivre leurs histoires de vie compliquées, Mm. les accompagner au-delà de la consultation, Mm. par ces odeurs en olfactothérapie. Et j'étais tellement fort, j'étais tellement là-dedans, Oui. dans cette compassion, que le soir même, je me souviens, j'avais déjà rédigé mes 18 formules, 18 premières formules de Oui. consultatif, tu vois. J'étais dedans à fond, Mm. hein, jusque tard dans la nuit. Et dès le lendemain soir, après ma journée de consultation, j'ai commencé, comme j'avais déjà toutes les huiles essentielles, j'ai commencé à faire mes mélanges, à Mm. sentir, à ressentir en fonction du but des C'est ça. quantités olfactives. Accompagner les personnes sur le plan de leur vie quotidienne et aussi, bien sûr, pour les aider dans leur développement personnel intérieur. Ouais. Et ça peut pas être une démarche intellectuelle, je me permets de préciser, c'est qu'il faut être dans l'expérience.
Oui, C'est parce que tu consultes, parce que tu es en contact en fait avec le soin, l'histoire en fait, la souffrance des personnes et de l'humain, que ça permet en fait de comprendre et de saisir ça. C'est vraiment un acte totalement créatif oui. ici. Et thérapeutique. Et thérapeutique. Et c'est une intention thérapeutique. Mais il faut savoir, je reviens un petit peu en arrière. Oui, parce que bon, on est passé dans le psycho-émotionnel, hein, Ouais. mais bon, ça c'est intéressant. Effectivement, tu sais, il y a une trentaine d'années, donc avant la création de Diabète Tradition, il y avait des huiles essentielles qui étaient disponibles. Mais ça dépassait pas, il n'y avait pas plus de 30 huiles essentielles disponibles, hein, Oui, oui, du oui. tout, pour les thérapeutes. Mm, Travailler avec une dizaine, voilà. C'était encore assez marginal quand même, hein, très mm, marginal. Et c'est pareil que les huiles végétales, les eaux florales, presque rien. La rose, l'oranger, la mamélis, enfin, tu vois, presque rien. mm, Et effectivement, un jour, en consultation, je trouvais que, bon voilà, une personne avait une réaction avec une huile essentielle qui n'était pas normale, la connaissant bien, son terrain, son tempérament énergétique, etc. Et je me suis dit, j'ai commencé à douter sur la qualité des huiles essentielles. Et effectivement, après une analyse, a été coupée avec autre chose, avec une mm. huile, hein, d'ailleurs, bon, à l'époque, et la personne a fait une réaction à cet additif. Et donc, voilà, on commence à douter sur la qualité. Et je me suis dit, il faut aller voir sur place, mais comment est distillée, comment est produite une huile essentielle? Eh bien, le premier réflexe, nous, on a la chance en France, c'est d'aller en Haute-Provence. Et là, on peut rencontrer des producteurs, Les des distillateurs distillateurs. d'huile essentielle. Et oui. Et puis après, de là, on va en Corse, et puis après en Italie, puis on fait le tour de la Oui, Méditerranée. On fait tout le tour de la Méditerranée. justement. Et on a déjà beaucoup d'huile Oui. essentielle. Et, Mais et ça, c'est important parce que moi, pareil, je me rappelle quand j'étais étudiante en pharmacie, pour les eaux florales, quand on regardait les compositions, c'était de l'eau distillée avec des parfums qui étaient ajoutés. exactement, Et une bonne partie des huiles essentielles, c'était des huiles essentielles enfin, qui étaient coupé, coupées, coupé. tout à fait, déterpenées, etc. Enfin, Donc, voilà. chemin parcouru depuis. Oui, 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 depuis bien Enfin, avancé. mm, Et voilà, donc, et quand tu vas voir un distillateur et un autre, tu mm, commences à te faire, je dirais, une bonne idée mm, des critères de bonne qualité de production et de distillation. Il y a il y a la oui, terre, l'endroit, le lieu, l'environnement, le moment où tu vas récolter ou cueillir, la manière dont tu vas cueillir et récolter. Mais toutes mm, ces étapes sont super importantes. C'est bien un sûr. cumul d'étapes à respecter pour se dire qu'à la fin, oh, waouh, voilà, elle est Mm, belle, l'huile essentielle est belle, elle a une bonne odeur, elle a une belle intensité, une bonne mm. énergie et surtout, elle a une qualité thérapeutique. C'est C'est ça ça, qui m'intéressait, je suis thérapeute. c'est ça. Moi, Dans, je c'est dirais mon dans seul critère. l'exigence que tu Oui. avais, en fait, de soins et de thérapeutiques, quoi. La notion de prix, tout ça, j'ai même pas pensé une seule fois. Ouais. Moi, Mm, c'est, c'était ça. c'est Donc, enfin, pour moi, ce que je vois derrière, il y avait un souci tu parlais de la compassion et puis de pouvoir soigner, de rendre service aux personnes. Il faut une qualité, il y a un besoin du coup de perfection, de qualité et d'utiliser le bon produit. Indispensable. et donc, à la fois, bon, quand on tombait sur un producteur qui était magnifique, bon, je partais avec mon bidon, hein, Mm, forcément. Hein, et donc, on a commencé à avoir comme ça un mm. grand nombre d'huiles essentielles, jusqu'à en avoir 220. Ouais. 220 à la Oh, maison. un laboratoire. Voilà. Voilà. Oui, une graine de laboratoire, plus des huiles végétales et des eaux florales, de 35, à peu près 35 eaux florales, à peu près 35 huiles végétales, des plantes aussi, hein, des plantes Mm, médicinales, bon, tout ça. ouais. Et puis, au départ, bien sûr, on a des relations de thérapeutes, des amis qui sont naturaux, ostéo, kinés, enfin tout ça. Et puis, on partageait nos expériences parce qu'on organisait des week-ends pour les handicapés à Lille. On faisait des consultations gratuites pour les handicapés. Donc, c'est une grande salle. Ils allaient voir l'ostéopathe, puis après, ils allaient voir le naturopathe. Et puis, ils passaient comme ça Mm, devant ouais. plusieurs thérapeutes. Et donc, nous, après, on partageait nos expériences ensemble. Mm, Puis, ils disaient, oh, mais tu peux pas me faire une préparation. Moi, j'ai un patient qui a ça. Puis, moi aussi, tu peux pas me faire une mm. préparation. Viens, tu peux avoir une huile essentielle. Bon, je dis, oh là là, mais attention, là, je suis thérapeute, hein, je ne suis pas créateur de formules et ni j'ai pas de laboratoire. Et donc voilà, ça nous a poussé à se dire à un moment donné, bon, Mm, il faut s'organiser pour ça. Et donc avec Brigitte, ma compagne, qui, elle, était dans des ONG, hein, à mm. l'époque, c'était son Ça, c'est incroyable aussi dans l'histoire de se dire qu'elle a ce lien humanitaire humanitaire très fort, et elle est voilà, en art, écologique. Ouais, elle est très fort là-dedans. Eh bien, on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Et ça, c'était mm, fin 91 et on a officialisé début mm, 92. Hein, donc voilà l'origine de 30 ans. Et en fait, on a démarré avec quoi? Tu sais qu'il y avait dans les magasins diététiques une trentaine d'huiles essentielles. On a démarré avec 220 huiles essentielles qu'on a mm, mises à disposition. Donc, mm, mon intention et mon mm. désir le plus profond, c'était de rendre disponible à un maximum de thérapeutes un maximum
je veux dire, de produits naturels que nous offre ce grand laboratoire de la nature. Ça, c'était mon objectif. Et c'est pour ça qu'on a démarré tout de suite avec 228 essentiels, 35 eaux florales, 35 huiles végétales, etc. Donc, à un niveau purement pratique, économique, c'était complètement incohérent. Ouais, antinomique avec des Antinomique. notions de rentabilité. Ah oui, Ouais, mais complètement. non, Mais je m'en foutais royalement. ouais, Je veux dire, ouais, mon ouais. intérêt, c'était ça. Et mon plaisir, c'était ça. Ça, c'était le Et c'est vrai que ça a toujours été. Moi, c'est Herbe et Tradition, ça a toujours été trouver les huiles essentielles rares, Oui. ouais, peu connues. Tout à fait. La particularité. Oui. Et donc, ce qui fait que même à cette époque-là, quand on a commencé, et puis ça s'est fait de bouche à oreille, c'est-à-dire j'ai pas fait une étude de marché, créé un service marketing, une force de vente, pas du tout. Ça s'est fait naturellement, un petit peu à la fois 10 ans après, tu vois, 10 ans après, pas tout de suite. J'adore cette image. C'est parti de l'intérieur, pas d'une volonté extérieure, mentale, Oui, de réponse à un marché. C'est parti de... Exactement. C'est le but. Et bon, donc, voilà le point de départ, ce qui fait que même quand on faisait comment dire, on allait créer nos filières, c'est notre relation directe avec nos producteurs, et bien dans certains pays, quand il y avait bien sûr je dirais, une certaine difficulté de conditions de vie, de conditions de travail, de conditions économiques, eh bien, Brigitte s'occupait plus de la partie justement en relation directe avec les producteurs. Et à chaque fois que c'était possible, on les accompagnait, soit sur le plan humanitaire, donc en mettant en place, je dirais, des actions humanitaires locales, soit, bien sûr, avec une démarche de commerce équitable, mais le commerce équitable n'existait pas à l'époque. Et nous, on le faisait. Mais on ne l'a jamais communiqué, on ne l'a jamais dit à nos clients qu'on le faisait. Maintenant, on commence à le dire 30 ans après ou 25 ans après. Mais on avait déjà cette démarche bien avant que tout ça existait. Hein, parce que c'était dans notre façon d'être. En tant que c'était évident, ça. De toute thérapeute façon, vous n'auriez pas naturel, pu... et Brigitte avec cette démarche humanitaire, c'était dans notre vie à nous. Et même quand on a voulu faire certifier nos produits de qualité biologique, EcoCert venait juste d'être créé. Et comme ils étaient dans le sud de la France, nous on était dans le nord, eh bien, oui, on va venir, mais ils étaient encore trop petits. J'ai attendu 3 mois, 6 mois, 9 mois, ils ne pouvaient pas venir. Et c'est parce qu'ils d'abord ils travaillaient surtout dans leur région, ils avaient déjà de quoi faire. Donc on était tout à fait au début de cette période au niveau du bio. Et on a toujours essayé de promouvoir le bio. Alors, on avait des huiles essentielles, c'est pour ça qu'on a une grande gamme d'huiles essentielles bio. On a certaines qui ne sont pas encore bio, mais c'est compliqué, soit parce que parfois le producteur n'a pas les moyens, les ressources financières pour pouvoir avoir une certification, mais on connaît leur qualité, leur environnement, leur façon de travailler. Ça c'est extrêmement rare, en fait, dans le milieu des laboratoires d'aromathérapie, d'avoir autant de sourcing direct. Vraiment, enfin, moi, dans la qualité, quand les clients me demandent pourquoi on a choisi Herbe & Tradition par rapport à d'autres marques, c'est pour moi, vous répondez à tous les points de la qualité et du relais de confiance. Parce que tous, en fait, on a besoin des uns des autres. On ne peut pas être partout. Des fois, moi, au magasin, on me demande, mais c'est pas vous qui distillez, comment ça se fait? Ah non, chacun son métier. Voilà. Être distillateur, producteur, savoir aller chercher, enfin, organiser tout le sourcing. On a chacun besoin des uns des autres et c'est principal. Et du coup, d'avoir ce relais de confiance, en fait, vraiment sur voilà, toute la chaîne, je dirais. Et ça, enfin, pour moi, Herbe & Tradition, ça a toujours été le relais de confiance. Oui, merci bien. Alors voilà, si tu veux, un peu tout le parcours. Et après, on a toujours répondu oui à une demande, forcément. Et donc, ça se fait, au départ, encore une fois, c'est les réseaux, les écoles de naturaux, et puis après, puis les thérapeutes. Et puis un jour, un agent commercial qui était dans le sud, la première fois qu'on a été présent dans un magasin bio, c'est simplement parce que c'était la mère d'une thérapeute qui était une relation professionnelle et une relation avec les huiles essentielles. On parlait beaucoup d'huiles essentielles. Et ça m'a dit, je veux absolument avoir Herbe & Tradition dans le magasin. Bon, on n'était pas prêt vraiment pour cela. C'était en 1999, donc tu vois, c'était presque 17 ans après. Donc, on n'a pas cherché forcément à développer comme ça. On restait dans le milieu des thérapeutes, parce que c'est cette qualité thérapeutique qui était vraiment primordiale. Et puis, de ce magasin-là, l'agent commercial a vu ça, et puis il a comparé les qualités, tout ça, et il dit, je veux ça, je veux Herbe & Tradition. Voilà. Et comme par hasard, c'était quelqu'un qui était quelqu'un d'origine du Nord, qui habitait à 5 km de chez nous. Bon, avant, dans sa famille. Et puis voilà, et lui, il a fait connaître, il a fait propager, et puis de fil en aiguille, ça s'est développé comme ça. Puis après, il a fait se structurer un peu plus en vrai laboratoire. Donc on a déménagé de la maison, on est parti
dans un autre endroit. Et après, c'est devenu trop petit et nous sommes venus nous installer avec Comi, là où tu es venu. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques années, il y a 7 ans. Oui, donc je pense que c'est important aussi peut-être, je dirais, en exemple pour d'autres personnes qui peuvent être dans des projets professionnels. Je pense en thérapeutique naturelle notamment, les choses se font au temps où ils doivent se faire. Est-ce qu'on n'est jamais prêt pour ce qui doit arriver? Je ne suis pas sûre en fait. Et en fait, bon, aujourd'hui, bien sûr, on a la structure d'un laboratoire. Hein, c'est-à-dire, Oui, on a c'est ça. notre service qualité, assurance qualité, un service sourcing, C'est ça. R&D. Il y a toujours eu la recherche, beaucoup de recherche. Oui. Vous avez à peu près, je crois, alors vous avez un très bel article qui est sorti hier dans La Voix du Nord, j'ai vu. C'est ça. Vous avez 20% de scientifiques, ce qui est assez Oui, rare en fait. oui. Oui, dans la réalité, et ça, je ne savais pas que c'était aussi une Ouais. de mes passions, on va dire ça comme ça. C'est plutôt c'est la recherche. Hein. Mm. Il y a un peu à la fois, si tu veux, avec tout, dans les 5-6 premières années, quand tu es dans une pièce, tu as 220 huiles essentielles, tu as les eaux florales, tu as les huiles végétales, tout ça. À un moment donné, ça anime ta créativité, puis tu as envie de composer, hein, bien sûr. Et donc, tu composes, donc tu crées, d'abord, c'est simple, tu fais des huiles de massage, bien sûr, c'est normal. Tu fais des huiles de massage, puis après, tu associes des eaux florales, tu fais des synergies d'eau florale, et puis tu fais des synergies d'huiles essentielles, etc. Donc, les quantiques olfactifs sont arrivés que 3 ans après la création de la tradition. Ça devient le quantique olfactif. Hein. Et puis, un peu à la fois, après, on nous demandait, oui, mais on aimerait bien avoir aussi des produits pour le bain, des produits pour la douche, donc des produits d'hygiène, 100% naturels, 100% bio, et ainsi de suite. Et donc, un peu à la fois, effectivement, j'ai composé, j'ai créé, et puis, pour pouvoir rendre ça réglementaire, officiel, hein, tout à fait, j'ai embauché des personnes qui étaient biochimistes, qui étaient ingénieurs qualité, etc., un peu à la fois. Je me suis presque plus constitué on va dire, de personnes pour la R&D que de commerciaux. On n'était pas spécialement dans une démarche commerciale, mais dans une démarche de recherche. En fait, je vais te dire, mon deuxième truc, c'est que vraiment dans les années 3, 4, 5 ans après la création de l'Herbes Tradition, ma deuxième démarche, j'avais envie, mais c'est complètement idéaliste, je voulais que tous les produits que nous sommes au contact du matin au soir, tous les produits d'hygiène, de cosmétiques, domestiques, soient 100% naturels et bio. Voilà, c'était mon truc. Donc, on a beaucoup formulé, on a beaucoup créé. On a créé pour nous, Herbes Tradition, mais on a créé pour d'autres marques, énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait tout faire chez Herbes Tradition et tout chez nous. Hein, on ne faisait rien sous-traité. Une fois qu'on a les matières premières, on formulait et fabriquait chez nous. Et on sait tout faire. On n'a pas fait de maquillage et on n'a pas fait de dentifrice. On a fait beaucoup de produits pour les animaux, pour le soin des animaux. On a fait des produits pour la maison. On a fait des produits pour des chaînes de laverie. On était les premiers à faire des produits des lessives bio pour les laveries. Tous des produits détachants naturels bio vendus en pressing aussi. Pour les pressings, on a fait des produits pour les pressings. Des produits même pour nettoyer la maison, tous les produits nettoyés. On a fait des produits pour la voiture, hein, en bio, pour tous les besoins de la voiture. Et puis, bien sûr, tous les produits de soins, santé, bien-être, des produits pour les spas, pour les thalassos. Bon, ça, c'était un deuxième petit volet de les traditions. Donc, de tout l'aspect soignant thérapeutique, c'est structuré en fait après l'entreprise de manière extrêmement technique. Voilà. Donc, tout ce qui est évidemment service qualité, les analyses biochimiques, l'aspect R&D, la fabrication. Donc, il y a vraiment eu le côté construction qui s'est mis en place. Au-delà de, je me permettrai peut-être aussi là, de repréciser quand tu parles des lessives, des produits domestiques, c'est que même dans l'aspect thérapeutique, hein, quelque part, ça en fait partie dans les médecines traditionnelles, on prend en compte dans la santé, évidemment, tout ce qui est environnemental et la non-toxicité de ce qui est environnemental est tout à fait principal. Donc, ça fait partie aussi de la santé, en fait. Oui, tout à fait. Alors, voilà les étapes. Peut-être aussi sur l'article qui est sorti hier dans La Voix du Nord. Donc, parler d'aujourd'hui maintenant. Oui, d'aujourd'hui. Et de savoir aussi transmettre et grandir. Parce que c'est principal de transmettre comme il faut, savoir être entouré comme il faut. Et c'est tout aussi important. Oui, tout à fait. À un moment donné, tu sais, voilà, l'intérêt des huiles essentielles a grandi énormément. Et que c'est vrai qu'il fallait suivre cette progression, il fallait répondre à tous les besoins, mais en même temps, je voulais absolument préserver la qualité. Et donc, j'ai visité des productions d'huiles essentielles, je dirais, entre guillemets, industrielles,
choses vraiment incroyables. Mais je savais quand je sentais après, je testais les huiles essentielles après l'évolution, je dis non, ça ne va pas. Donc il faut à la fois rester dans cette démarche très qualitative et en même temps de ne pas se faire étouffer quelque part dans tout un système de croissance, etc. Ben, c'est pas si simple de pouvoir résoudre cette équation-là. C'est pas si simple. Et heureusement, peut-être la chance, voilà, parce que justement, on a été très approchés par des bons systèmes, par des que l'on connaît. Et heureusement, j'avais 2 amis, et notamment Vincent que je connaissais, Vincent et Sabine que je connaissais, Lanier que je connaissais depuis déjà un bon moment. Et régulièrement, chaque année, on faisait le point de notre parcours, de nos avancées, et on se disait, oh, qu'est-ce qu'on aimerait travailler ensemble. Un jour, on travaillera ensemble. Ça, c'était notre rêve. Et ce rêve, chaque année, on se dit, bon, quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on le fera? Et puis un jour, j'ai senti vraiment c'était nécessaire d'être plusieurs laboratoires qui a une âme, qui a des valeurs. Bien sûr, Vincent, c'était Diétaroma. Grand labo de diététique. Oui, voilà, qui était présent. Et vraiment, ce premier laboratoire de produits naturels de compléments alimentaires et d'aromathérapie français depuis 1928 environ. Et donc, lui, Diétaroma, nous, Hervé Tradition, on se dit, ce serait intéressant qu'on puisse effectivement se rapprocher et surtout qu'on associe, qu'on allie nos points forts, qui complètent aussi quelque part nos points faibles ou qu'on doit améliorer, qu'on doit développer. Et donc, on a fait une alliance comme ça ensemble, on s'est mariés il y a 5 ans, environ 5 ans et demi. Et c'était vraiment, c'est ce qu'il fallait faire, c'était vraiment le bon point. Ça a permis de pouvoir nous renforcer ici. On est resté exactement dans nos valeurs, dans nos principes. On a gardé toutes les équipes, on a gardé tout notre système de production et on l'a amélioré et on a embauché depuis. Et on s'est renforcé. C'est ce que j'allais dire, c'est se renforcer les uns les autres, en fait. On s'est renforcé les uns les autres. Et comme on avait aussi une amitié très forte avec le laboratoire d'Eva, parce qu'on travaillait aussi pour eux, on créait des produits, formulait des produits pour eux, on avait cette relation avec Pascal Nier depuis déjà des années. Et là aussi, on partageait nos vies, nos expériences, et un jour, voilà, on s'est dit, pourquoi pas, à 3, on peut faire quelque chose de bien. Ensemble, on va plus loin, non? Ensemble, on va plus loin. On va plus loin, on est plus solide, on a plus confiance dans tout ce que l'on fait, on ne doute pas, et on peut être plus dans nos valeurs. Moi, je me suis plus recentré, parce que bon, je suis quand même à l'origine toujours, je suis thérapeute et je consulte toujours, je n'ai pas arrêté. Et donc, comment pourrais-je dire, ça m'a permis, quand on développe une entreprise, après, il faut développer tous les différents aspects, il faut tout connaître, il faut tout savoir. Et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps et d'énergie. Beaucoup de sacrifices, bien sûr, tu connais ça. Et puis on s'écarte un peu de ce pourquoi nous sommes véritablement faits à l'origine. Et bien là, aujourd'hui, je suis vraiment à ma place, c'est-à-dire faire de la recherche, donner des formations, transmettre, être là être là dans ton cœur de métier complètement. Voilà, être dans mon cœur de métier et être un peu plus l'ambassadeur d'Hervé Tradition dans ces valeurs. Donc, pour moi, je suis très heureux. Moi, je trouve que c'est la plus belle des réussites, en fait. C'est vraiment d'avoir pu construire et être dans ton cœur de métier pleinement. Pour moi, c'est le Graal. Bon, voilà, donc, et j'en profite parce que tu parles des consultations. Voilà, de rappeler que aussi pour les 30 ans, tu offres 5 consultations en aromathérapie, du coup tempéramentale. Voilà. Oui, absolument. Voilà, on vous fera passer les informations pour les 5 grands heureux qui pourront échanger avec Christian en consultation. On se fait une consultation comme ça en visio. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, sur la transmission, pour moi, Christian, tu es celui dans le domaine de l'aromathérapie, donc Hervé Tradition, le labo. Pour moi, c'est l'aspect structurel sur la qualité qui assure en fait la possibilité. L'outil, c'est ce que tu disais au tout début, c'est d'avoir vraiment l'huile essentielle, la qualité naturelle qui permet de travailler. Pour moi, dans la transmission, tu es celui qui apporte l'aspect énergétique, tempéramental en fait à l'aromathérapie, comme Franco a amené l'aspect scientifique. Oui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que tous nos produits, même sur les emballages, les étuis, les étiquettes, c'est toujours marqué d'ailleurs le tempérament. L'huile essentielle est adaptée plutôt à ce type de tempérament ou celui-là. C'est pour ça que nous avons ce centre de formation, TerraViva, ce centre de formation qui regroupe les formations d'Hervé Tradition, des plantes, de Diétaroma, d'Eva, la florithérapie,
qui permet de pouvoir effectivement transmettre un peu plus cette connaissance de l'aromathérapie tempéramentale. Oui. Donc, je redis, parce que je ne suis pas sûre que les auditeurs aient percuté cette information. Donc, sur tous les cartons d'huile essentielle, parce que généralement, dans les critères sécurité, donc il y a le nom latin, le chémotype, la provenance. Et donc, du coup, sur voilà, Hervé Tradition, la particularité, là, c'est vraiment d'indiquer le tempérament de l'huile essentielle, en fait. Alors, bien sûr, c'est encore un peu très émergent. Personne ne connaît encore ça. Mais l'aromathérapie du futur, sans cette démarche d'aromathérapie et tempéramentale énergétique, on reste dans une aromathérapie allopathique symptomatique. Et ça fait un peu, pour moi maintenant aujourd'hui, quand je vois ça, ça fait un peu démodé pour moi. C'est-à-dire que c'est déjà passé, on est d'accord. Il faut aller plus loin maintenant, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et plus le psycho-émotionnel en olfactothérapie, c'est grandiose comme accompagnement pour les personnes. Donc alors, moi, je suis accompagnée depuis ce matin, presque tous les jours, par le cantique olfactif aimé. Je crois que c'est la composition que je préfère avec la rose, le benjoin, l'ilang. Elle est absolument sublime. Est-ce que tu peux peut-être, en quelques mots, nous reparler de tout ce travail abouti des cantiques olfactifs? Alors, effectivement, les cantiques olfactifs ont été créés il y a 27 ans maintenant, quasiment. Et il y avait donc 24 cantiques. Il y avait notamment à l'époque 18 pour le développement personnel et 6 autres pour l'accompagnement de la vie quotidienne. C'est-à-dire que vie quotidienne, on vit des situations qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins graves, plus ou moins compliquées. Eh bien, vous avez actuellement maintenant, elle a été recomposée en tout cas de toujours 24 cantiques olfactifs, 12 pour la vie quotidienne, adaptés beaucoup plus au contexte de notre société qui a évolué depuis un quart de siècle, et 12 pour nous accompagner sur le plan de notre développement personnel. C'est les deux. Vie quotidienne, par exemple, si on vit une situation de vie, une vie affective compliquée, eh bien, on a forcément des inconforts intérieurs, émotionnels. Eh bien, ça permet quand même d'apporter un peu plus c'est une caresse un peu du cœur, hein, ça apporter un peu plus de consolation, un peu plus de mieux-être dans une situation un peu compliquée. Et ça aide aussi à clarifier, être plus clair avec soi-même dans la situation, plus clair avec les autres. Donc, c'est nous accompagner dans notre vie quotidienne, quelles que soient les situations. Alors, vous avez urgence, vous avez vie intellectuelle, vous avez consolation, enthousiasme. On est dans une période où beaucoup de personnes sont un peu moroses, sont pessimistes, etc. Ont perdu la flamme, ont perdu l'enthousiasme. Eh bien, quand vous respirez le cantique olfactif enthousiasme dans la journée, eh bien, ça redonne plus de joie, d'enthousiasme, de passion, d'envie d'aller de l'avant, quelque part, et de vivre pleinement notre vie. Voilà, les cantiques olfactifs améliorent notre quotidien, ceux de la vie quotidienne. Tandis que les 12 de développement personnel vont, surtout les 10 premiers, vont animer les différents aspects de notre conscience, les différents outils de notre conscience. Par exemple, des choses très simples, l'intellect, clarifie l'esprit, l'intellect, la mémoire, la concentration. Un autre, c'est plutôt pour le cœur, développement du cœur, l'éveil. S'il y a des blessures au niveau du cœur, voilà, donc du coup des peurs, ou des comportements qui ne sont pas forcément les plus harmonieux ou les plus fluides, ça permet de dénouer les tensions liées à des blessures de vie sur le plan affectif. Et puis, il y en a aussi, par exemple, sur l'ego, l'identité, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'expression de soi. Il y en a aussi sur la sensibilité, donc la réceptivité, sur le psychisme. Il y en a aussi sur la capacité à décider et à agir et à entreprendre. Donc voilà, ça touche le développement personnel pour s'améliorer, se perfectionner, se développer dans tous les aspects de notre personnalité. Il y en a 10 comme ça. Le 11e, c'est pour créer cette unité entre notre conscience individuelle et notre âme intérieure, notre conscience universelle, le petit soi avec le grand soi, comme on dit. Et puis, le 12e s'appelle méditer, c'est pour aider les personnes à savoir revenir à l'intérieur de soi-même, s'interposer, s'introspecter, préparer la méditation, la prière, ou à toute démarche intérieure. Donc voilà, ça représente les 24 cantiques. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec tes cantiques olfactifs. Donc, toi, aujourd'hui, tu formes les thérapeutes. Tu transmets aussi auprès des particuliers au niveau de la chaîne YouTube de Hervé Tradition. Les informations. Ouais, qui sont super. Vraiment, j'invite tout le monde à aller liker et regarder la chaîne YouTube. Tu donnes beaucoup d'informations, notamment sur les tempéraments et autres usages. Il doit y avoir une vingtaine de vidéos sur l'aromathérapie tempéramentale et sur les cantiques olfactifs. Je vais avoir une demande un peu, Christian. Tu écris un livre bientôt? Moi, je veux le livre. Voilà. Tu es la millième demande. C'est ça. Ah, j'imagine, voilà. Oui, il faudrait que j'ai un petit peu moins de travail.
mais je me le suis encore dit il y a 3 jours. Ouais, Ah, j'ai dit: «Bon allez, l'année prochaine, hein, oui, il faut s'y mettre». ça serait un vrai cadeau. Bon, merci. Mais c'est vrai, bon, il y a déjà beaucoup de pages écrites, hein, déjà, Ouais. mais après c'est tout quand même toute la liaison, la mise en forme, c'est pas Mmh. pareil. Ça m'aidera un jour, Mmh. ça m'aidera. Donc Christian, merci beaucoup pour toute ton histoire. Est-ce que peut-être il y a des choses que tu aimerais nous dire encore en conclusion? D'abord, je voudrais, te remercier, hein, C'est avec vraiment grand plaisir. proposer cet échange entre nous, de fêter notre anniversaire quelque part, Oui. parce que c'est ce que tu fais en Oui. partageant avec, ton Mmh. réseau. Et donc effectivement, en échange, je serais ravi de faire ces 5 consultations, pour vous. Et d'autre part, oui, ben, mon rêve, bien sûr, il y en a peut-être 2. La première, c'est que la je veux dire, les thérapeutes utilisent de plus en plus Mmh. ce que nous offre la nature à travers, je dirais, les plantes médicinales, les huiles essentielles, les bourgeons, les compléments alimentaires. Tout ça en accompagnement avec une évolution dans l'hygiène, une prise de conscience dans l'hygiène de vie et Mmh. dans l'alimentation. Et puis aussi aux thérapeutes qu'ils avancent bien dans une utilisation, un usage des huiles essentielles dans une démarche vraiment la plus globale, hein, la plus complète, la plus holistique et intégrative, c'est-à-dire vraiment avec une démarche de soulager les personnes au niveau de leurs symptômes, Mmh. rééquilibrer leur tempérament énergétique, ça inclut tellement de choses dans leur façon de vivre, et puis les aider à se libérer des nœuds, des tensions, des stress, des blessures qui sont très fréquentes, bien sûr, dans l'histoire de notre vie. Voilà, donc toujours avoir cette démarche complète, même si ça peut se faire qu'un peu à la fois, parce que les patients, il faut qu'ils changent, qu'ils progressent, Et ça hein, prend du temps, ça et ça demande du prend temps. du temps. Mais ne jamais oublier d'avoir cela en toile de fond, parce que là, au moins, on a une démarche thérapeutique qui est vraiment, moi, je dirais, honnête, c'est-à-dire Mmh. complète, honnête, dans le sens où on respecte pleinement la totalité de ce que vit la personne dans son ensemble. Et ça, c'est tout bien, les bienfaits qu'on peut apporter aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Pour moi, tu es un exemple d'accomplissement, de réalisation de soi, notamment au travers du projet professionnel. Et je pense que cette interview va aussi inspirer un grand nombre de personnes dans la confiance en son chemin. Voilà, donc merci beaucoup, Christian. Voilà. Merci à toi. À très bientôt. Merci à Merci tous. Merci. Christine.